Salut tout le monde, c'est Morgane et aujourd'hui on va parler des retours de mon correcteur. Alors, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai réussi à trouver mon correcteur grâce à ses conditions générales de vente et d'utilisation. Alors, petite parenthèse, je ne peux pas vous donner ou vous montrer son site internet puisqu'il n'existe plus. Étant donné que j'ai commandé son travail il y a à peu près 5 ans, je crois, des choses se passent en 5 ans et donc je pense qu'il a dû mettre fin à son activité car son site n'existe plus. Et je vous avoue que ça me fout un peu les boules parce que là je suis en pleine modification d'une autre histoire. Mais bon, du coup je vais devoir trouver un autre correcteur. Bref, on n'est pas là pour se plaindre, nous sommes là pour se foutre de ma gueule. Alors après, la chose que j'ai trouvée entre guillemets assez comique, c'est qu'il m'avait dit que j'étais une des rares personnes ou une des premières à lui avoir envoyé un roman à corriger. Je vous avoue, j'étais assez surprise parce que je me suis dit, bah au contraire, un correcteur professionnel devrait avoir beaucoup plus de romans à corriger que d'autres types de documents, mais apparemment pas. Alors je sais pas du tout quel genre de document est corrigé auparavant. Après pour être honnête, ça me regarde pas et c'est simplement que ça m'a surpris quand il m'avait dit ça. Moi la seule chose que je voulais c'était que mon livre soit corrigé professionnellement parlant pour qu'on puisse me prendre un minimum au sérieux. Et cette personne me semblait parfaite pour ça. Et que je sois la première à lui envoyer un roman à corriger, bah ça m'a pas du tout dérangé. Et ce que j'ai vraiment apprécié chez lui, c'est qu'il me tenait au courant. Lorsqu'il a finalisé la première phase de correction, c'est-à-dire conjugaison, grammaire, orthographe, les trucs un peu généraux, après il a entamé une deuxième phase de correction, parce que j'avais pris une correction approfondie. Et cette deuxième phase de correction, il m'avait prévenu qu'elle prendrait beaucoup plus de temps, parce qu'il fallait chasser les pléonasmes, les répétitions, les barbaries, les trucs un peu bizarres. Et honnêtement, ça m'a pas du tout dérangé. Je lui ai dit, vraiment prenez votre temps, c'est pas pressé du tout, il n'y a pas une deadline, corrigez à votre rythme, il y a pas de problème. Et puis même de base je suis pas franchement le genre hyper stressos, c'est-à-dire que quand je veux un travail, je veux simplement qu'il soit bien fait et non pas qu'on me le rende au plus vite, parce que si on me le rend vite et qu'il est mal fait, bah je serai pas contente. Son travail de correction terminé, il m'a donc envoyé mon histoire corrigée. Mais pas que. En effet, il m'a envoyé 3 autres documents pour m'aider à l'avenir à éviter certaines erreurs. Il m'a envoyé un document donc sur la conjugaison qui, je crois il le dit, vous verrez plus tard, est mon plus gros défaut. En fait, j'utilisais le passé simple, où il m'explique qu'en fait ça fait un peu précieux et que dans mon style à moi, il n'y a vraiment pas besoin de l'utiliser et que le passé composé et l'imparfait, c'est vraiment ce qui me conviendrait le plus. Et c'est ce que depuis, j'ai arrêté de faire. En fait, le passé simple, je l'ai utilisé parce que on m'avait tellement reproché de choses quand j'étais plus jeune que j'ai cru que c'était cette conjugaison-là qu'il fallait que j'utilise pour mon histoire. Et en fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que je me prends beaucoup moins la tête avec ça. Ensuite, en ce qui concerne les 2 autres documents, donc il y en a un où c'est un gros résumé des choses qui n'allaient pas dans mon livre et il a fait vraiment un travail de dingue. Et un 3e document où ce sont les conseils de Stephen King qu'on verra également tout à l'heure. Déjà on va commencer par le résumé qu'il m'a fait et vous allez voir, il commence par les points négatifs et je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai un petit peu tout surligné parce que j'avais un petit peur de perdre un peu dans la masse. Il y a des choses où ce sont des synonymes qu'il me donne, où il me dit voilà ça c'est des pléonasmes, ça sert à rien, voilà ce genre de choses. Donc je voyais pas l'intérêt de tout surligner pour tout vous montrer, sinon la vidéo prendrait 10 heures. Bonjour Auria. Alors oui, petite info, à l'époque je me faisais appeler Nathalie Auria, c'était mon pseudonyme sur internet, mais étant donné qu'aujourd'hui j'en ai un peu fini avec mon syndrome de l'imposteur, bah j'ai choisi de mettre mon vrai nom et mon vrai prénom sur mon livre en fait. Donc aujourd'hui bah c'est pour ça que je me présente en tant que Morgane. Je n'ai pas pour habitude de m'ingérer dans l'œuvre créatrice d'un texte que je corrige, mais la vie est faite d'exceptions et votre roman en est une. Je vais donc sortir de mon devoir de réserve et vous livrer mes impressions. Ce sera un peu pêle-mêle, voire un vaste fourre-tout indigeste, mais j'espère que mes quelques réflexions vous aideront. Elles sont, vous pouvez me croire sincères. Comme je crois que l'on apprend plus de ses erreurs, je vais commencer par remonter les points négatifs. La conjugaison est l'un de vos points faibles. Alors pour être honnête, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt le vocabulaire, parce que j'ai vraiment un très gros manque de vocabulaire. Donc la conjugaison, c'est un de mes points faibles. Ok, donc c'est, je pense par rapport du coup au document qu'il m'avait envoyé en mode utilisez pas le passé simple, ne le faites pas. La grammaire n'est pas si mauvaise, mis à part quelques tournures fautives. Ça, j'avoue que c'est un point sur lequel j'ai vraiment fait attention. En fait, quand j'ai modifié mon livre, une des choses qu'on me reprochait, c'était que mes phrases, non pas qu'elles n'étaient pas cohérentes, mais qu'on comprenait pas bien quel personnage faisait ci ou ça. Parce que je mettais pas les mots au bon endroit. Pour moi, dans ma tête, c'était clair, mais dans ma phrase, ça ne l'était pas pour le lecteur. Et c'était quelque chose qu'on m'avait beaucoup reproché quand j'étais plus jeune.
Et du coup forcément j'y ai fait nettement plus attention quand j'ai modifié du coup mon premier jet. L'orthographe et le genre des noms, exemple cimetière. Alors oui, non mais... Oh la teub est finie. Oui, parce que depuis le début de mon livre, et aujourd'hui ça me fait rire quand je relis mon ouvrage du coup, mais je disais une cimetière, pas un cimetière. Et pareil il dit chasse et chasse. Alors il y a la chasse et il y a la chasse. Surtout qu'il y a des mots, j'étais pas sûre du genre pendant que je modifiais mon texte et du coup j'allais vérifier sur internet ou sur Indico. Je l'ai pas fait pour un truc hyper important. La ponctuation ne doit pas être négligée, elle est la respiration de la phrase et, a fortiori, celle du lecteur. Ça aussi, je sais très bien d'où ça vient. En fait, quand j'étais en primaire, je faisais des phrases très courtes. Je mettais jamais de virgule, en fait, je faisais que des points, mais je faisais des phrases très courtes. Et c'est quelque chose qu'on m'avait énormément reproché. Arrivé au collège, je me suis efforcée de faire des phrases beaucoup plus longues. Et j'ai pris cette mauvaise habitude de faire des phrases beaucoup trop longues et qui respirent pas suffisamment. Je passe d'un extrême à l'autre. Rien ne va. Attention aux pléonasmes, tels que sortir dehors, voir de ses propres yeux, marche à pied, crier fort, j'espère ne pas en avoir oublié. Alors en bas, il m'envoie plein de pléonasmes que j'ai fait. Oui, non mais complètement. Ça c'est typiquement j'écris comme je parle. Voilà, on n'est pas sur des fautes d'inattention là, hein. On est vraiment sur j'écris comme je parle. Par endroits, j'ai reformulé certains passages, je n'ai pas pu pousser la correction aussi loin que j'aurais souhaité car je quittais la correction approfondie pour une correction complète. Néanmoins, je l'ai fait quand cela était nécessaire. Donc là, c'est par rapport à des phrases où, comme je vous ai dit, en grammaire, voilà, il y avait des endroits où je mettais des mots où ça n'allait pas ici en fait. Je pense qu'il parle de ça. Alors, sur la taille des arbres, très bonne idée au demeurant, vous décrivez des troncs de 2 mètres. Alors oui, quand il m'a écrit ça, j'étais en mode... Mais oui, mais je suis complètement conne. Donc du coup, il a augmenté de 4 mètres et moi derrière, j'ai multiplié encore par 2. Les adjectifs impressionnants et inquiétants n'ont pas le même sens, ils ne sont donc pas synonymes. Alors, en effet, c'était pas le but. C'était pas le but qu'ils soient synonymes. En fait, c'est vraiment ce que ressent le personnage. En fait, il y a un paysage qui est face à elle et ça l'impressionne et ça l'inquiète de ouf, en fait, parce que c'est bientôt la guerre et... Voilà. Se maudire n'apparaît pas dans les bons dictionnaires, à éviter donc. En plus, il y a un sens très fort. Écrivez plutôt se reprocher sans vouloir se détester. Alors, je sais d'où ça vient, ça. C'est parce qu'en fait, c'est un terme que j'utilise couramment, moi. Parce que je l'ai lu un jour dans un livre, il y a très longtemps, un livre d'Heroic Fantasy je crois. J'ai relevé au centre qui est une idée floue, soyez plus précise. Il y a pas mal de petits endroits où il me dit soyez plus précise, décrivez un peu plus. Il y a des endroits je l'ai fait parce que c'était justifié. Par exemple pour le quator, à la base il n'y avait rien, j'avais juste écrit un quator, donc là j'ai un petit peu plus détaillé. Pareil pour les premières impressions d'Analia avec la neige, mais il y a 2 passages, donc celui-ci et une annonce faite beaucoup plus tard dans le livre, que je n'ai pas changé. J'ai délibérément décidé de ne pas en rajouter. En ce qui concerne ça, donc c'est par rapport à la guerre qui se déroule, je suis très contente de l'avoir laissé tel quel parce que une personne proche de moi qui est en train de lire mon livre et qui ne lit jamais, en fait, il s'est concentré là-dessus, c'est-à-dire que voilà, elle sait d'où part la meuf et où est-ce qu'elle va. Il y a l'est, l'ouest et le centre. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour lui, ça l'embrouille pas plus. Et c'est exactement ce que je voulais. Le terme gentillet est différent de gentil, alors oui. Donc du coup, il est retiré, le terme gentillet, mais en fait, à la base, c'est un clin d'œil à Kaamelott. Voilà, c'est tout. Des frappes à sa porte. Alors oui, il y a des mots comme ça, des fois, je sais pas, j'invente. J'ai remplacé pot de chambre par vase de nuit pour ne pas répéter chambre. Alors, je sais que en France, les répétitions, c'est le mal. Mais en fait, étant donné que plus tard, le personnage réemploie le terme pot de chambre, du coup, je me voyais mal utiliser vase de nuit pour ensuite utiliser le terme pot de chambre plus tard. Donc j'ai remis pot de chambre, je sais que c'est pour éviter les répétitions, mais j'avais pas envie d'utiliser vase de nuit en haut et en bas. Pas que ça aurait pas été cohérent, mais étant donné que tout le monde sait ce que c'est qu'un pot de chambre aujourd'hui, alors qu'un vase de nuit, les gens peut-être auront moins la référence pour le coup. Semblez, n'abusez pas de ce verbe, il marque l'indécision, affirmez-vous. Alors oui, alors ça... C'est vrai que j'avais tendance en fait à tellement vouloir décrire les sentiments, les ressentiments de chacun, c'est-à-dire que quand un personnage voit un autre personnage et qui lui semble en colère, qui lui semble indécis, qui lui semble machin, c'est ce que le personnage pense. Mais en fait il a raison, je dois pas faire tout le temps ressentir ce que les personnages ressentent,
je dois montrer au spectateur, au lecteur, ce qui se passe. Flavor, alors il y a des mots qu'il a remplacés à certains endroits. Donc il y a flavor ici, il y a eu également l'expression pousser au noir et il y a eu ersatz également comme nouveau mot que je ne connaissais pas. Donc flavor, ersatz et pousser au noir, ce sont des mots ou des expressions que je ne connaissais pas, mais en lisant du coup le livre corrigé, ça m'a pas du tout choqué, au contraire j'ai tout à fait compris de quoi il s'agissait et ce que les mots voulaient dire. Donc du coup je les ai laissés comme ça et je trouvais qu'au contraire c'était plutôt une bonne idée parce que moi ça m'a appris des mots donc tant mieux. Tantôt roche, dans les faiseurs de roche se termine par un S, tantôt il n'y en a pas, je l'écris sans S, tout dans le roman, à vous de voir bien sûr. Étant donné que je pense qu'il a fait ça parce que j'ai écrit tisseur d'âme sans S, et oui, complètement. Du coup, oui, c'est faiseur de roche sans S. Attention à la logique des phrases et à l'ordre des mots. Donc là, on est complètement sur de la grammaire. Exemple, soudain Marquis entra dans la salle et regarda l'homme qui se tenait aux côtés d'Analia avec dégoût. Alors là, oui, non mais on est complètement d'accord. Donc, nouvelle phrase, soudain Marquis entra dans la salle et regarda avec dégoût l'homme qui se tenait aux côtés d'Analia. Donc là, c'est typiquement, voilà, le genre de phrase que je n'arrêtais pas de faire quand j'étais plus jeune. Le bloc-porte, le fameux mot inconnu, et en fait, du coup, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Je me suis dit, c'est vrai que bloc-porte, moi, ça me semblait un petit peu évident à quoi ça pouvait servir, puisque, voilà, j'ai peut-être inventé un mot, mais voilà. Et en fait, du coup, j'ai changé pour la barre en bois. Je sais pas si vous avez lu Thorgal, mais dans la bande dessinée La gardienne des clés, je crois, il y a un passage où Thorgal enferme sa femme, Aricia, et il utilise une barre en bois, en fait, pour qu'elle ne puisse pas sortir de la pièce où elle est enfermée. Et en fait, c'est exactement le même système que j'ai voulu utiliser pour que la personne puisse s'enfermer chez elle. J'ai modifié ce passage où, en gros, un personnage explique à un autre, voilà, tu peux utiliser la barre en bois pour t'enfermer chez toi. Voilà. Il s'assit sur son bureau. Oui, alors ça, c'est typiquement une faute d'inattention. Donc, non, on s'assit à son bureau, pas sur son bureau. C'est pas très pratique pour écrire, on va pas se mentir. Annihiler, verbe compliqué pour de jeunes lecteurs. Alors ça, je l'ai surligné parce qu'en fait, j'avoue que sur le coup, j'étais un peu, pas choquée, mais j'étais un peu en mode, ah bon? Ça m'a un petit peu surpris aussi parce que, étant donné que plus haut, il utilise flavor et ersatz, qui sont des mots que je ne connais pas du tout, je me suis dit, annihiler, les jeunes lecteurs vont pas comprendre celui-là, mais ils vont comprendre les deux autres. Je vous jure, j'étais en mode, ah bon? Mais en fait, je me suis fait un peu une raison en mode, en même temps, c'est lui le professionnel, toi, t'as juste écrit une histoire, donc détends-toi. Si lui, il te dit que c'est mort, c'est que c'est mort, fais-lui confiance, après tout, bah tu l'as engagé pour ça. D'une manière générale, relisez bien la géographie des lieux. Il faut que ce soit clair dans l'esprit du lecteur. Ce passage, je sais très bien où c'est. En fait, c'est par rapport au combat, donc moi, les combats, je les imagine d'une certaine façon, les mouvements des personnages, tout ça. Et j'essaye d'écrire au mieux en fait ce que je perçois dans ma tête. Sur ce passage-là, je pense que s'il m'a fait la réflexion, c'est parce que à un moment donné, il y a un groupe et il y a un personnage qui s'éloigne pour aller voir une autre personne qui est beaucoup plus loin en fait. Et je pense que j'ai pas suffisamment mis l'accent sur la distance entre les deux groupes. Je pense que c'est pour ça. N'hésitez pas à revenir à la ligne de temps en temps, cela aérera votre récit. La première mise en page que j'avais faite, c'était vraiment pour lui, pour que ce soit plus agréable à la lecture. Et bien évidemment, derrière, j'ai refait de la mise en page. C'est-à-dire que quand je changeais de scène, je faisais pas juste à la ligne, mais un espace en fait entre les deux textes. Je sais qu'en France ça ne se fait pas. Normalement on doit juste revenir à la ligne même quand on change de scène, mais moi ça m'a toujours perturbée en tant que lectrice occasionnelle. Mais je sais que beaucoup de lecteurs et beaucoup d'auteurs sont pas d'accord avec ça, mais chacun écrit son livre comme il a envie, j'ai envie de vous dire. Et en ce qui concerne la mise en page, je pense qu'on peut au moins laisser libre cours à ce que préfèrent les gens, et notamment à l'auteur. Bien entendu, cette liste est non exhaustive, mais je pense qu'elle est représentative de vos faiblesses. Complètement, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et où j'essaye encore aujourd'hui d'y remédier un peu plus, même si je sais pertinemment que demain, quand je ferai appel à un correcteur, bien forcément, il me sortira beaucoup de choses qui seront similaires parce que on peut pas changer du jour au lendemain. Ça paraît impossible. Mais voilà, ces réflexions ne resteront pas vaines puisque j'en tiens compte et j'essaye vraiment d'y remédier. Intéressons-nous maintenant à vos points forts. Je vais pouvoir souffler. Les chapitres. La longueur des chapitres est parfaite. Les titres sont excellents. J'ai été bluffée par la structure de votre roman. Vous alternez dialogue et description avec maestrat. Il y a une grande maîtrise et c'est un plaisir de lire. Pour ce qui est de la longueur des chapitres, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente,
je favorise les chapitres courts et si possible réguliers. Et pour les titres, pareil, comme j'avais dit pour ma vidéo précédente, les titres me sont venus tout seuls. S'ils me sont venus tout seuls, un peu naturellement, c'est qu'il n'y avait pas de raison qu'ils soient mal agencés. Pour ce qui est des dialogues et des descriptions, je suis très contente de ce bon point, tout simplement parce que si j'avais pu écrire que du dialogue, je l'aurais fait. Lors de mon premier jet, il y avait énormément de dialogues. Il y avait des passages où je me posais la question, est-ce que pour cette scène-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin que ça se passe en dialogue? Et quand je me disais non, je la rédigeais en texte et non pas dans un dialogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours un exercice que je trouve un peu difficile à faire, mais que je m'emploie à faire et j'utilise tout le temps la même méthode. C'est-à-dire, je commence une scène, est-ce que cette scène a vraiment besoin que je l'écrive dans un dialogue? Non, ok. Oui, bon, je laisse en dialogue. Voilà comment je fonctionne. Le rythme est excellent, je n'ai pas trouvé de longueur, les rebondissements sont là, spectaculaires parfois, l'intrigue est excellente, c'est un roman riche. Tant mieux, parce que je vous avoue que faire la modification pendant 2 ans où on supprime des scènes, on en rajoute d'autres, en fait, c'est presque un nouveau bouquin en fait finalement qu'on est en train de réaliser. Et mon travail n'aura pas été vain, et ça fait vraiment plaisir. Les personnages sont nombreux, vous auriez pu vous perdre au milieu d'eux, mais pas du tout. Vous les maîtrisez à la perfection. Les rôles secondaires sont là, ils enrichissent votre histoire, et c'est tant mieux. Les noms des personnages se retiennent très bien, ce qui est important. Pour ce qui est des personnages secondaires, ça je pense que c'est encore une fois dû à mon travail de modification, de recorrection. Et non, je pouvais pas me perdre au milieu d'eux parce que toujours, encore une fois, je me répète, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mes personnages, en fait, je leur crée un alignement, un peu comme le jeu de rôle. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets un tableau là, mais en gros, l'alignement, ça va de chaotique à loyal, de bon à mauvais, et ensuite vous pouvez choisir un petit peu n'importe quelle case. Et en fait, pour chaque personnage, je leur choisis une case et je me tiens à cette case. Vive l'alignement! Le style existe, c'est sûr, je ne suis pas un éditeur, mais je crois que vous avez non pas un certain talent, mais un talent certain. Vous êtes une romancière, c'est un don rare, mais comme tous les dons, il faut le travailler, j'espère que mon travail vous aidera. Pour le style, donc je pense qu'il part de mon histoire en général, je pense qu'il peut-être qu'il voulait dire que du coup je sais raconter une histoire. Et par rapport du coup à son résumé, au travail qu'il m'a envoyé, oui ça m'aide étant donné que moi derrière j'essaye vraiment de corriger toutes mes erreurs personnelles. C'est d'une difficulté sans nom et je dis pas que j'arrive à la perfection, loin de là, mais oui concrètement j'essaye de retenir ces leçons pour mieux rédigé. Le couple Salène-Analia, il est parfait. Les scènes érotiques entre eux sont très bien décrites, elles font leur effet, là encore vous avez su les doser. Il y a des scènes érotiques, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de découverte amoureuse, de couple, donc forcément il y a des scènes érotiques. Alors c'est pas des scènes de cul, loin de là, ce sont vraiment des scènes érotiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mon livre au-dessus de 15 ans. J'estime qu'à partir du lycée vous pouvez lire mon livre sans aucun problème. Après pour en dessous, ça dépend des sensibilités de chacun. Donc si vous êtes un parent, que vous regardez cette vidéo et que vous vous demandez si votre enfant peut lire mon livre, lisez-le avant. Enfin, je terminerai en disant que j'ai eu un très grand plaisir à vous lire. Le talent réside là, dans cette faculté à entraîner un lecteur avec lui. Vous avez parfaitement réussi. Un dernier conseil, je vous laisse tranquille, une citation de Boileau, d'un mot mis en sa place, enseigna le pouvoir. Je pense que cette phrase, on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi, l'interprétation que j'en fais, c'est vous savez raconter une histoire, c'est très bien, mais il faut utiliser les bons mots à bon escient. Moi j'ai pris cette citation comme ça, après je pense que chacun de nous est différent. Donc maintenant on va passer au troisième document, les 20 conseils de Stephen King. Et je veux un petit peu réagir un peu avec vous. Alors, écrire d'abord pour soi, ne penser au lecteur qu'après. Je suis entièrement d'accord avec ce conseil. Quand j'écris mes premiers jets, je pense pas du tout au lecteur, je pense pas même à ce que quelqu'un lise mes livres, parce que j'ai une histoire en tête et je veux simplement l'écrire. C'est aussi simple que ça. Ne vous préoccupez pas du qu'en dira-t-on. Je trouve que ce conseil fait suite au conseil précédent. Quand vous écrivez votre premier jet par exemple, si vous vous fiez tout de suite à ce que des lecteurs pourraient penser de vos écrits, vous allez vous biaiser et au final vous allez rien écrire. Parce que soit vous aurez peur de la critique, donc vous allez écrire du bisounours, et c'est chiant, le bisounours, on va pas se mentir, il se passe rien. Soit vous aurez tellement peur d'écrire réellement votre histoire que vous n'allez plus rien oser écrire. Surtout que tout le travail de modification, recorrection que vous allez faire derrière, c'est à ce moment-là que vous pourrez vous poser des questions par rapport au lecteur. Mais ne vous posez pas le genre de question, est-ce que le lecteur va bien le prendre? Non, on s'en fout, écrivez votre histoire. Mais par contre, faites attention
aux phrases. Comme vous avez pu le voir précédemment, il y a des tournures de phrases que je faisais qui étaient désastreuses, et ça c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Avoir confiance en soi. Je suis convaincue que la peur est à l'origine de mes plus mauvaises pages. En ce qui me concerne, par rapport à l'écriture, ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu ce sentiment de ne pas avoir confiance en moi. Par contre, j'ai eu un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je ne me sentais pas légitime de faire découvrir mon travail, de faire découvrir mon livre. J'ai fait ce travail sur moi-même, donc par rapport à la confiance en moi, depuis, j'ai suffisamment confiance en moi pour faire découvrir le monde d'Oria. Rester fidèle à son propre style. Personne ne peut imiter l'approche d'un écrivain à un genre précis, même si ce qu'il fait semble simple. Mon style, il est très simple. Je me concentre sur mes personnages et sur mon histoire. Je me concentre sur une écriture simple, qui peut être lue par une grande majorité, et notamment les lecteurs occasionnels, parce que je suis pareille et je me voyais pas me faire paraître une intellectuelle alors que je ne le suis pas, ça n'a aucun sens, et je pense même que cela se serait ressenti sur mon livre et ça aurait été complètement absurde. Écrire rend heureux. C'est vrai que si vous le faites pour des mauvaises raisons, ne le faites pas. Vraiment. Par exemple, je me souviens un jour sur un de mes Twitch, il y a très longtemps, je ne twitche plus aujourd'hui, il y avait un gars qui m'avait dit ouais, moi aussi j'ai écrit une histoire mais je suis trop stressée parce que tout le monde me demande la suite. En plus c'était une promesse que j'avais fait à un ami. Je sentais que le gars était stressé en fait par rapport à ça, et en fait lui ça le rendait pas heureux d'écrire, c'était une obligation parce qu'il en avait fait la promesse. Comme l'a dit Stephen King avant, écrivez d'abord pour vous avant d'écrire pour les autres. Alors lui par contre il précise, le but de l'écriture n'est pas de faire de l'argent. Ah lui donc c'est par rapport à l'argent. J'avoue que moi personnellement j'ai pas pensé à l'argent en premier. De devenir célèbre, bah encore moins. De décrocher des rendez-vous, s'envoyer en l'air ou se faire des amis. Oui non mais non. Le monde littéraire est tellement vaste, c'est tellement dur de s'y faire une place. Dites-vous que non, ça n'arrivera pas. Moi c'est ce que je me suis dit, ça n'arrivera pas. Parce que je me fais pas tout un monde et j'espère pas plein de choses. Bah je me rends pas malheureuse parce que ça n'arrive pas. Voilà. Soigner l'introduction. Alors ça c'est un truc que tous les auteurs disent. Moi je vous avoue, je me suis pas du tout souciée de ça. J'avais juste envie d'écrire une histoire, donc j'ai juste écrit mon histoire comme j'en avais envie. Mais voilà, en gros, faut que le lecteur ait envie d'en lire davantage. C'est un peu ça l'idée. Alors, écrire un mot à la fois, qu'il s'agisse d'une anecdote sur une seule page ou d'une épopée sous forme d'une trilogie comme Le Seigneur des Anneaux, le travail est toujours réalisé un mot à la fois. Je vous avoue, ce conseil, je suis pas sûre de ce qu'il veut dire. Alors oui, écrire un mot à la fois, c'est quand même bien plus pratique quand on veut écrire un livre, on va pas se mentir. Peut-être qu'il veut dire qu'il vaut mieux éviter de se disperser sur plusieurs scènes de sa propre histoire, peut-être, dans le sens où vaut mieux écrire tout à la suite plutôt que d'écrire une scène, puis une autre plus loin pour ensuite revenir sur la scène précédente pour... Peut-être que c'est ça qu'il voulait dire, je suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si je me trompe, parce que là j'avoue que je comprends pas trop. Ne pas utiliser la forme passive. Les écrivains timides aiment les verbes passifs pour les mêmes raisons que les amoureux timides aiment les partenaires passifs. La voix passive est sans risque. Alors, c'est exactement ce que je fais. Je suis plutôt quelqu'un de timide et de réservé. Je sais que j'en ai pas l'air, mais si, je le suis complètement. Et c'est vrai que par exemple, ce que me disait mon correcteur semblait, typiquement c'est du passif, on va pas se mentir, et c'est pas bien de faire ça. Comme il m'a dit, affirmez-vous. Mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec son exemple, les amoureux timides aiment les partenaires passifs, pas du tout. Mais en tout cas, en ce qui concerne la forme passive, je suis entièrement d'accord avec son conseil. Évitez les adverbes. Les adverbes n'est pas votre ami, particulièrement après Élisée où elle disait « Moi j'utilise beaucoup des adverbes, atrocement, terriblement, doucement, ce genre de choses. Je l'utilise beaucoup. Je sais pas, j'ai besoin d'en rajouter, alors qu'il n'y a pas besoin. » En gros, je pense que ce qu'il veut dire, c'est alléger vos impressions. Si vous utilisez déjà un terme pour ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Faire des paragraphes, oui, c'est mieux, ça aère. De manière générale, je pense qu'en termes de visuel, je pense que c'est une des choses qu'on ne peut pas me reprocher pour le coup, étant donné que ça, depuis toujours, et même quand j'étais petite, je faisais attention au visuel. Donc pour ce qui est des paragraphes, je pense que je n'ai pas commis d'impair, sauf par rapport à la réglementation française, anglaise, je pense que les Anglais m'apprécieraient plus que les Français pour le coup. Ne pas être obsédé par la grammaire. Le but de la fiction n'est pas l'exactitude grammaticale, mais doit permettre au lecteur d'entrer dans le roman pour lui raconter une histoire. J'avoue que oui, lors de mon premier jet, moi j'écris mon histoire en mode what the fuck. Mais par contre, je me suis rendue beaucoup plus obsédée par la grammaire parce que je sais que je suis une criminelle.
littéraire, grammaticalement parlant. Du coup, si, il me fallait chasser les phrases grammaticalement mauvaises. Dans mon cas, c'était important. Et ça a porté ses fruits, étant donné que même mon correcteur m'a dit que ma grammaire n'était pas si mauvaise. Après, si on vous a jamais fait de reproches sur votre grammaire, ne vous en faites pas une obsession. Ne pas être exhaustif dans les passages descriptifs. La description commence dans l'imagination de l'auteur, mais doit finir dans celle du lecteur de manière à ce qu'il frémisse de reconnaissance. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Je pense que si vous avez des points forts, moi je pense que mes points forts c'est avant tout mes personnages et mon histoire, et pas mes descriptions. Moi personnellement je n'abuse pas de la description, et même parfois il en manque trop. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye là, maintenant, sur mes futurs romans, d'aborder un peu plus les descriptions. Mais je me rends compte également que sur certaines modifications, je donne peut-être trop de descriptions et que ça devient chiant en fait. Et au final, je me mets à les retirer parce que ça sert à rien. Donc il faut jauger la description bien comme il faut, mais ça dépend également de votre style à vous. Si vous êtes quelqu'un qui décrit, décrivez. Parce que certains le font extrêmement bien. Et si vous êtes une personne qui, comme moi, se concentre plutôt sur les personnages et sur l'histoire, et ben vous n'êtes pas obligé de décrire ce qui n'a pas besoin d'être décrit. Laissez tomber les passages qui tiennent à cœur. Supprimez vos passages préférés même lorsque cela brise votre cœur de petit scribe égocentrique. Supprimez vos chouchous, cette coupure permettra d'accélérer le rythme, et c'est ce que la plupart d'entre nous finissent par avoir à faire. Je pense que me donner plus d'une année d'écart entre la fin de l'écrit de mon premier jet et la relecture de mon premier jet, ça m'a été bénéfique parce que j'avais plus de chouchou. J'avais un œil complètement objectif sur mon livre et franchement j'étais plus en mode oh là là non j'ai pas envie de me séparer de ça machin. Non, j'étais en mode oula ça va pas. On efface tout. En ce qui me concerne, ça n'a pas été mon ressentiment. Lorsque j'ai dû me séparer de beaucoup de choses lors de ma modification-correction, j'ai pas eu la sensation de me séparer de chouchou, j'ai eu la sensation d'améliorer mon roman en fait. C'est un bon conseil, mais du coup pas pour les gens comme moi puisque mes chouchous ne sont plus des chouchous. Le travail de documentation ne doit pas surplanter l'intrigue. Oui, je suis complètement d'accord. Mon premier livre c'est de la romance fantasy dans le médiéval fantastique. Et je sais parfaitement qu'il y a des choses à l'ère du médiéval qui n'existaient pas, qui ne se faisaient pas, qui machin. Et je sais que je vais me prendre des critiques là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir me voir en me disant ça se passait pas comme ça à l'époque. Hein. Mais je suis dans de l'ordre de fantastique et mon roman n'est pas à but d'être un documentaire de médiéval, c'est un but d'être de la fantasy, de la romance, puisque c'est ça que j'écris. Donc la documentation, je pense qu'on peut le faire à bon escient et que vous le fassiez bien, pas bien, trop, vous aurez de toute façon des gens qui vous critiqueront dessus, quoi qu'il arrive. Donc surtout, ne vous en faites pas un foin par rapport à ça, parce qu'il y aura forcément des gens qui seront pas d'accord avec vous, et c'est pas grave. Écrire avec la porte fermée. Alors, on est sur le domaine de l'environnement de travail. Comprenez bien que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, l'environnement de travail est différent pour chacun de nous. Donc lui, il va donner ses tips à lui, mais si vous-même, vous sentez que ces conseils ne vous concernent pas, bah c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas la même manière de travailler que lui. Je pense que lui, ce qu'il veut dire dans écrire avec la porte fermée, c'est dans le sens s'isoler. Si jamais vous vivez avec d'autres personnes, par exemple, peut-être voilà, dire aux autres, voilà, ça c'est mon lieu de travail, c'est mon univers, personne ne doit y entrer. Moi personnellement, ça me dérange pas que des gens entrent un peu dans mon univers, tant que j'ai pas quelqu'un au-dessus de ma tête en train de regarder ce que je suis en train d'écrire. Là par contre, ça me gêne. Mais ça me dérange pas d'être à côté de quelqu'un qui fait autre chose, pas du tout. Aménager une salle de travail de manière symbolique. Oui, en soi, je comprends l'intention, c'est quand même mieux de travailler quand on est chez soi. C'est pas que ça me gêne quand je suis chez d'autres personnes, mais c'est vrai que le travail y est moindre, on va pas se mentir. Éteindre la télévision et éliminer les distractions. Il est vrai qu'en termes de distraction, moi par exemple ce serait le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'il vaut mieux les éliminer. Par contre, en termes d'environnement, moi j'aime beaucoup la musique sans parole parce que avec parole, pour le coup, pour moi ça peut être une distraction et du coup j'essaye de l'éviter. Respecter des délais. Le premier jet d'un roman, même long, ne devrait pas vous prendre plus de 3 mois à écrire, ce qui correspond à la longueur d'une saison. Alors, ce conseil, je suis pas du tout d'accord et je le trouve même très dur. Moi déjà de base, si j'ai pas envie d'écrire, il faut pas que j'écrive, je le sais. Ce qui fait que mon premier jet va me prendre peut-être plus de temps que prévu et je m'occupe pas du temps. Je trouve même qu'il vaut mieux éviter de s'occuper du temps parce que pour certains d'entre nous ça peut même nous culpabiliser.
Si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement inflexible et très rigoureux, bah au contraire, mettez-vous un délai. Franchement, si ça vous booste, bah faites-le. Mais je trouve que c'est très difficile en sachant qu'il y a des auteurs qui ont un travail, il y a des auteurs qui ont des obligations, que ce soit familiales ou autres, et qui ne peuvent pas se permettre d'écrire toute la journée. Donc ce conseil, oui et non. Faire une pause. Lisez votre livre après 6 semaines de vacances peut être une expérience étrange voire stimulante. Ça je suis complètement d'accord, même si je dirais bah faites comme moi et attendez 1 an avant de relire votre bouquin. Mais oui, faites une pause. Écrire et lire tout le temps. Si vous voulez être écrivain, vous devez privilégier 2 choses, lire beaucoup et écrire beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de lire, alors vous n'avez pas le temps ou les outils pour écrire. J'écris moi-même tous les jours, même à Noël, le jour de la fête nationale et le jour de mon anniversaire. Lui, je pense que c'est déter plus. Et par contre, pour la lecture, je pense que peut-être l'époque n'était pas la même. Peut-être qu'à l'époque, pour être prise au sérieux, il fallait vraiment savoir écrire, dans le sens extrêmement général du terme, et du coup il fallait lire beaucoup d'autres auteurs pour voir comment est-ce qu'on doit écrire une bonne histoire pour du coup être pris au sérieux par des éditeurs et se faire éditer. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Aujourd'hui je trouve que c'est plus trop le cas, étant donné qu'il y a des lecteurs professionnels, il y a des correcteurs professionnels pour les indépendants comme nous qui peuvent tout à fait nous aider dans notre travail en tant qu'auteur. Donc si nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire certains travaux, il y a d'autres personnes dont c'est le métier qui peuvent nous aider. Lire tout le temps, je pense que c'est un plus, que c'est un réel bonus, mais ce n'est pas une obligation. Moi-même, les choses que j'ai le plus lues, ce sont des bandes dessinées, des mangas, et pas des vrais livres, comme disent certains. Peut-être que finalement, on n'en a pas tant que ça besoin de devoir lire tout le temps pour être légitime à écrire. L'écrivain de 67 ans livre un dernier secret concernant sa réussite qui ne manquera pas de faire sourire. Je suis restée en bonne santé, je suis restée mariée. Voilà, je pense que je vais pas faire de commentaires dessus. Tout est dit, je trouve ça drôle, vraiment je trouve ça drôle et je pense que tout auteur qui est à la maison et qui a choisi ce métier et du coup qui reste à la maison, je pense qu'on comprend tous de quoi il parle et de la difficulté que c'est. Donc nous voici sur la fin de la vidéo. Je suis désolée, elle est beaucoup plus longue que prévu. Je m'attendais pas à autant réagir, donc désolée si ça a été long pour vous. Mais j'avais envie de vous partager les retours de mon correcteur. Comme ça vous a permis en fait de voir mes faiblesses, qui sont très nombreuses, mais également mes points forts. Et je trouve que les 20 conseils d'écriture de Stephen King, ils sont justes. Mais ne vous faites pas tout un foin si vous n'arrivez pas à suivre certains de ces conseils. Ça reste des conseils, donc si vous n'en suivez pas, c'est pas grave, ce sont des conseils, on n'est pas obligé de les suivre. Et c'est exactement ce que m'a dit mon correcteur. Toute la liste qui m'avait sorti est exhaustive. Donc je suis la seule à accepter ou non ces remarques et à les remodifier derrière. La grosse majorité des cas, moi franchement je fais appel à un correcteur professionnel, c'est pour lui faire confiance, donc je suis ses remarques. Il y a juste 2-3 petites choses que j'avais remodifiées derrière, mais c'est vraiment très minime. Je pense qu'avant tout, il faut prendre conscience de ses propres faiblesses et essayer d'y remédier. Moi c'est ce que j'ai fait même lors de la première modification de mon premier jet et ça a marché. Je vous ai montré beaucoup de trucs que j'ai fait qui étaient vraiment teubés, mais la réalité c'est que énormément de passages n'ont pas été modifiés par mon correcteur parce que la modification que j'ai faite et la remise en question que je me suis faite, a servi à quelque chose. Et puis ces points positifs, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Après j'étais dans une situation un peu compliquée et à cause de mon syndrome de l'imposteur, je n'osais pas encore sortir mon livre. Donc il a fallu attendre quelques temps, mais aujourd'hui voilà, mon livre il est sorti parce que j'en ai terminé un petit peu avec tout ça et clairement ces conseils m'ont aidé par rapport à mon syndrome de l'imposteur et c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un peu plus longue que prévu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!